Bonjour, alors dans cette vidéo je vais répondre à une question qui est assez complexe que m'a posée un de mes abonnés, qui est de savoir quand est-ce qu'on doit vendre les positions qu'on détient, quand est-ce qu'on doit vendre les lignes d'action qu'on a achetées auparavant. Alors c'est une question qui est bien plus complexe qu'il ne paraît, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure qui peuvent se présenter. Donc je vais essayer dans cette vidéo de résumer tous les cas de figure possibles pour répondre à cette question. Alors la première chose qu'il faut bien avoir en tête, qui est très importante, est de savoir que il y a une donnée qui n'est pas du tout pertinente, qui ne sert absolument à rien dans le cadre de cette question, c'est le prix d'achat de votre position. Si bien sûr vous n'êtes pas dans un cadre de trading, mais si vous vous placez dans le cadre d'investissement dans la valeur. Alors quand on fait du trading, quand je fais du trading sur des positions baissières par exemple, en situation de marché baissier, je peux prendre des trackers baissiers à levier 2 ou d'autres types de positions. Là, je vais tenir compte de mon prix d'achat. Je vais définir au départ un seuil de perte acceptable sur ma position. Je vais dire par exemple, bon, j'engage sur cette position 1,5% de mon patrimoine financier global. Et si j'ai une ligne qui va représenter 10% de mon patrimoine financier global, je pourrais accepter sur cette ligne une perte de 15%, puisque 15% fois 10%, ça fait 1,5%. Et si la perte va dépasser ce seuil acceptable que je m'étais fixé au départ, à ce moment-là, je vendrai la position, je couperai. Lorsqu'on est en situation d'investissement dans la valeur à long terme, on ne va pas tenir compte du prix d'achat de son action au début. Comprenez bien qu'un entrepreneur, que le chef d'entreprise, il ne connaît pas du tout le prix d'achat de vos actions. Les clients de l'entreprise n'en ont rien à faire de cette donnée, du prix auquel vous avez acheté l'action. Tout ce qui compte, sont les flux de résultats, les capitaux propres de l'entreprise, sa valeur réelle. Donc oubliez cette donnée et vous allez, donc quand vous vous positionnez sur une action, a priori c'est parce qu'au départ elle est décotée par rapport à sa valeur normale, à la valeur qu'elle devrait avoir. Si elle n'est pas décotée, vous n'allez pas l'acheter, c'est pas plus compliqué que ça, l'achat n'est pas utile. Donc vous achetez au départ parce qu'elle a une décote sur une série de ratios financiers. Donc dans mes formations, vous trouverez des liens en dessous de la vidéo, formation à l'analyse financière, j'explique quels sont ces ratios financiers, comment on va trouver les valeurs décotées. Bon, il y a par exemple le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires. Là, le ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles, on a des ratios capitalisation sur actifs nets liquides, ce qu'on appelle la NCAV, etc. Donc il y a une série de ratios avec des valeurs plus ou moins standards, et lorsqu'on est très en dessous de ces valeurs standards, on va dire la valeur est décotée, j'achète. Et à ce moment-là, vous allez définir un objectif de vente qui correspondra à des ratios normaux pour cette valeur. Alors ces ratios normaux, ça peut par exemple être un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA autour de 10, un ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires autour de 1, que la valeur capitalise aux alentours de 1,5 fois ses capitaux propres tangibles. Je donne quelques exemples, c'est bien sûr à affiner selon la situation. Mais lorsque vous êtes sur ces ratios, vous pouvez vous dire, ma valeur a une valorisation normale, et donc à ce moment-là, je pourrais la vendre au cours correspondant à ces ratios. Donc ça, c'est l'objectif que vous allez définir au départ de votre entrée en position, en faisant une analyse de valeur, une analyse financière de la valeur. Et après, évidemment, ces objectifs, au fil du temps, ils pourront être révisés à la hausse ou à la baisse selon les publications de la société. Si vous avez une valeur de croissance qui améliore ses résultats d'année en année, évidemment, votre objectif initial pourra être révisé, vous pourrez avoir des objectifs de plus en plus haut et décider ainsi de conserver la valeur pendant très longtemps tant qu'elle fait de la croissance. Et au contraire,
Si elle a une publication qui vous déçoit, qui fait que les ratios à la suite de cette publication deviennent trop élevés, vous pourrez être amené à couper votre position immédiatement et même à vendre à perte si nécessaire, parce que la valeur, il n'y a plus de justification d'acheter cette valeur. Alors je vous donne un petit exemple d'application de ce genre d'analyse, hein. En même temps ça vous donnera une idée d'investissement. On a une valeur polonaise en ce moment qui s'appelle Stal Product, qui fait des produits en acier, donc ça peut être des tôles pour transformateurs, des glissières de sécurité pour autoroute ou pour route, etc. Bon, vous voyez que sur le long terme, le prix de cette valeur fluctue pas mal, hein, au fur et à mesure de l'évolution des marchés, mais qu'il n'a que très peu progressé sur plus de 8 ans. C'est caractéristique de marchés comme la Pologne et de beaucoup de marchés émergents qui sont massacrés depuis 8-10 ans, alors que les valeurs, elles, ont d'excellents résultats. Mais il y a pour l'instant un oubli du marché sur ce segment marché émergent qui, à mon avis, va se résorber, va se rattraper fortement dans les années à venir. Donc voilà pour cette valeur. Alors si on regarde les ratios de cette valeur, vous voyez qu'en ratio capitalisation sur capitaux propres, on est à 0,45, donc on a une décote de 55%, c'est assez considérable. C'est une valeur qui capitalise 1,4 fois son EBITDA annuel. Bon, par rapport à la normale de 10 que je vous citais, on est franchement extrêmement décoté. Elle a un PER à 2,8 en ce moment, donc là aussi on peut dire qu'un PER normal c'est 15. Sur un marché émergent comme la Pologne, on peut mettre une normale à 8-10, mais en tout cas pas 2,8, hein, là c'est vraiment un ratio qui est absurdement décoté. C'est une valeur qui n'a aucun endettement net, puisque sa valeur d'entreprise est inférieure à sa capitalisation. Donc là aussi, on a un bilan très solide, un ratio courant à 2,6, donc une abondance de liquidité dans le bilan. Donc tout va a priori bien sur cette valeur. Si on regarde son historique de long terme de ses résultats, alors vous voyez ici la courbe bleue, c'est le chiffre d'affaires de la valeur qui est quand même en croissance bien régulière. Donc on était en 2008 à 1,4 milliard de zloty, on est maintenant à 5 milliards de zloty. Donc bon, il y a eu quelques petites fluctuations avec les cycles, mais globalement ça progresse. Les capitaux propres, donc la courbe ici en violet, là aussi passe de 162 à 554 zloty par action, progression très régulière, la valeur accumule des capitaux propres au fil du temps. Et vous voyez ici, donc on a la courbe jaune qui est le cours en bourse, qui était au départ largement supérieur aux capitaux propres. Progressivement, il passe en dessous des capitaux propres et vous voyez que le cours ne progresse pas, alors que globalement, la valeur, elle, est de plus en plus riche, elle est de plus en plus rentable. Donc on a une décote vraiment considérable qui se creuse. Alors les derniers résultats qui sont publiés, si je mets un PER de 15, c'est-à-dire je prends la valeur à 15 fois les résultats, on serait à 1354 zloty contre un cours actuel qui est aux alentours de 255 zloty. Évidemment, cet objectif n'est pas réaliste, il est excessif, parce que vous voyez que les résultats, bon, ils sont toujours positifs, hein, mais ils fluctuent au fil du temps. Et là, on est visiblement en haut de cycle sur cette valeur, donc on pourrait retomber sur une moyenne de l'ordre de 600-700 zloty. Un PER de 15, si je mettais un PER de 10, on serait plutôt aux alentours de 400 ou 500 zloty, et cette valeur, bon, je dirais de l'ordre de 500 zloty, peut donner un premier objectif de cours lorsqu'on achète donc cette valeur Stal Product en fonction des ratios financiers qu'on observe sur du long terme. Alors cette valeur de 500 zloty, si on regarde le graphique, vous voyez qu'en 2017-2018, on était à ce niveau de l'ordre de 500 zloty, hein, contre 255 aujourd'hui. Et si on regarde la situation de la valeur en 2017, vous voyez qu'on était à des capitaux propres de l'ordre de 300 zloty par action, alors qu'aujourd'hui on est à 550 zloty. Donc aujourd'hui la valeur, elle est plus riche, elle vaut plus d'argent qu'elle ne le valait en 2017. Donc ça serait logique
tout à fait logique et normal d'avoir un cours en ce moment d'au moins 500 zloty sur cette valeur. Donc voilà comment on peut définir un premier objectif de vente, un premier objectif de cours initial sur une valeur, et ensuite évidemment ce sera affiné. Si Stahl Product continue dans les années qui viennent d'avoir des résultats stratosphériques comme en ce moment au-dessus de 1000 zloty par action, à ce moment-là on pourra réviser encore l'objectif à la hausse et chercher à la vendre encore plus cher. Donc ça c'est pour le cas général. Ensuite, vous avez le cas particulier des valeurs de rendement. Donc là, on peut acheter par exemple des valeurs de rendement qui offrent des rendements extrêmement réguliers au fil du temps. Ça peut être des concessions autoroutières, des valeurs foncières bien établies qui vous versent des dividendes à 6-7% par an tous les ans. Et là, quand vous achetez ce genre de valeurs, vous n'aurez pas forcément d'objectif de cours initial précis. Vous aurez juste envie de garder cette valeur très longtemps parce qu'elle vous verse une rente annuelle fixe qui va être régulière, qui vous intéresse. Et tant que cette rente va durer, en général ce sont des valeurs stables type concession autoroutière, vous allez conserver le titre. Alors là, le seul cas où vous aurez envie de vendre, en conditions de marché normal, hein, je précise bien, ça sera le cas de figure où cette valeur verrait son cours progresser suffisamment pour que le rendement tombe en dessous d'un seuil intéressant pour vous. Par exemple, si on voit le prix d'une concession autoroutière progresser jusqu'à ce que son rendement passe en dessous de 5% par an, elle n'aura plus un dividende suffisant et vous allez à ce moment-là la vendre. L'autre cas de figure, hein, ça peut être le cas de valeurs foncières qui voient leurs résultats locatifs se dégrader pour une raison X ou Y, et à ce moment-là, il y a moins de rendement et vous déciderez de vendre la valeur. Mais sur les valeurs de rendement, vous pouvez avoir envie de les garder très longtemps sans objectif de cours initial précis. Alors on a un dernier cas de figure très particulier qui peut vous amener à vendre des titres même si l'objectif n'est pas atteint et que ces titres continuent de publier de bons résultats. Je répète, c'est une situation tout à fait exceptionnelle, c'est pas quelque chose qu'on va faire fréquemment, mais on peut devoir le faire. C'est le cas de figure où vous prévoyez l'arrivée d'un grand marché baissier dans les trimestres qui viennent, parce qu'en situation de grand marché baissier, vous n'avez quasiment aucun abri en dehors du cash, de la trésorerie, et toutes les valeurs, même les très bonnes valeurs, peuvent se mettre à baisser fortement, même si elles sont anormalement décotées par rapport à l'évaluation que vous en faites. On a même des valeurs très défensives sont atteintes dans ce genre de situation. Je vous montre le graphique de Danone, qui est une valeur agroalimentaire a priori insensible à la crise. Vous voyez que avant 2008, son cours était à 58 € et qu'à la sortie du marché baissier début 2009, elle est tombée à 32 €. Alors elle a certes moins baissé que le reste du marché, mais de 58 à 32 €, ça fait quand même un gros mouvement baissier. Et sur ce marché baissier de 2008, toutes les valeurs, même les plus défensives, avaient baissé dans des proportions importantes et supérieures à 30%. Le marché ne fait aucun détail dans ces situations. Donc quand les indicateurs macroéconomiques vous amènent à prévoir de façon presque certaine l'arrivée d'un gros marché baissier, vous pouvez être amené à vendre de bonnes valeurs en dessous de leur objectif de cours. C'est ce que je suis en train de faire, même si ça fait mal au cœur, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment sur certaines de mes lignes pour dépasser 50% de liquidité au sein de mes portefeuilles. Les indicateurs en ce moment, je vous les ai déjà dit, sont extrêmement clairs. On a une courbe des taux qui est fortement inversée sur le 10 ans moins 2 ans. On n'a pas vu une inversion aussi importante depuis le début des années 2000. Les conditions d'achat des consommateurs américains sont dégradées à un niveau qui n'a jamais été vu sur les 60 dernières années. Tous les plongeons de l'indicateur, sans exception, sur les 60 dernières années ont été associés, vous voyez, à des entrées en récession. Ce sont les lignes grisées ici. Donc sur la courbe des taux, c'est exactement pareil. Toutes les inversions des dernières décennies ont été associées à des entrées en récession. L'agrégat monétaire M1
donc en monnaie constante en Europe est passé là aussi en dessous du zéro. Là aussi, ça a toujours été associé dans le passé à des récessions, que ce soit pour la crise de 2008 ou la crise de la zone euro sur 2011-2012. Donc là aussi, on a un indicateur qui est tout à fait clair. Et le marché immobilier américain est en train de se retourner à la baisse avec des stocks qui s'accumulent. On est à 9 mois de stock actuellement. C'est exactement le même niveau qu'on avait au début de l'année 2008, 9,3 mois de stock. Et là aussi, à chaque fois que le niveau de stock de logements neufs à vendre se met à flamber aux États-Unis, derrière, vous avez une entrée en récession qui se produit. Donc, quand j'ai ce genre d'indicateur, je me dis, bon, en ce moment, il y a peut-être une probabilité d'avoir un gros marché baissier devant nous qui est supérieur à 80 ou 90%. Donc, je n'ai pas le choix, je vais décider de vendre mes lignes, même si elles sont très en dessous de leur objectif. Alors ça, ce genre de choses-là, ça n'est pas à faire fréquemment. Si vous avez des alarmes tous les ans, c'est que votre système n'est pas bon. Ce genre de décision, c'est des décisions qu'on va prendre peut-être une fois tous les 7 à 10 ans, mais pas plus. Ça doit rester tout à fait exceptionnel. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur ce sujet de la vente des actions. Je vous donne un dernier petit exemple de réflexion possible sur ce thème avec une action donc l'action ESSO. C'est une action que j'avais recommandée à mes abonnés fin 2021, début 2022, alors qu'elle était à ce moment-là en dessous de 15 euros. Donc cette action ESSO, elle était à un prix à ce moment-là qui était tout à fait faible. On avait des signaux graphiques intéressants, petite hausse des volumes, début de retournement du cours à la hausse. Et à ce moment-là, j'avais pas, quand j'avais conseillé ce titre, j'avais pas un objectif énorme sur ESSO. Je pensais que 25-30 euros, c'était déjà très bien. On avait à ce moment-là sur ESSO des marges de raffinage. Donc ESSO, c'est une société qui fait essentiellement du raffinage de produits pétroliers, bien entendu. Et on avait un début de hausse des marges de raffinage en fin d'année 2021 aux alentours de 25-30 dollars la tonne. Donc c'était évidemment mieux que ce qui était observé sur 2020 et 2021 où ça avait été catastrophique. Donc on pouvait se dire, ESSO va commencer à gagner un petit peu d'argent et retrouver des niveaux de cours compatibles avec ses marges de raffinage. Ce que j'avais pas du tout prévu fin 2021-2022, c'était le conflit Russie-Ukraine. Et ce conflit Russie-Ukraine a créé une pénurie de produits raffinés en Europe, puisque tout ce que les raffineries russes produisaient ont été plus ou moins retirés du marché à cause des sanctions, ou en tout cas les raffineries russes ne vendaient plus en Europe. Et du coup, les marges de raffinage se sont mises à exploser à des niveaux qui n'ont absolument jamais été vus dans le passé. Vous avez ici l'historique des marges de raffinage depuis 2011. Vous voyez qu'on a toujours été entre 10 et 50 dollars la tonne. Et ce qui s'est passé à partir donc de l'année 2022, à partir du conflit Russie-Ukraine, vous voyez que les marges de raffinage ont été à 84, 157, 140 dollars, 149 dollars, donc on a complètement flambé. Ça s'est un petit peu calmé sur sur juillet et août, mais même en ce mois d'août, vous voyez qu'on reste quand même sur les premiers jours d'août à des marges de raffinage qui sont supérieures à 50 euros la tonne, donc des niveaux vraiment élevés. Du coup, avec ce genre de situation exceptionnelle, il est logique de penser que ce groupe ESSO va réaliser aussi des profits exceptionnels qui n'ont jamais été vus dans les années passées. ESSO, c'est un groupe qui raffine à peu près 4 millions de tonnes chaque trimestre en France. Donc si vous avez des marges de raffinage à 100 euros la tonne, potentiellement on va avoir 400 millions de marge brute par trimestre. Alors ça ne va pas être du bénéfice net pour ESSO, il y a des frais évidemment, mais en tout cas on peut s'attendre à un bénéfice qui va être assez exceptionnel sur le premier semestre 2022. Et du coup, je me dis que l'objectif initial que j'avais, il doit être révisé très fortement à la hausse à cause de cette situation.
Donc en ce moment on est à 53 euros sur Esso. C'est une capitalisation de l'ordre de 680 millions d'euros. Comme je vous ai dit, si on a des marges de raffinage à 100 euros la tonne, on va faire 400 millions de marge par trimestre. La capitalisation actuelle d'Esso ne reflète pas du tout ce potentiel-là. Donc on peut avoir un niveau de cours qui soit beaucoup plus élevé sur Esso. Si on regarde l'historique plus long terme du graphique d'Esso, vous voyez que même si on a vu le cours multiplié par 3, on n'est pas spécialement haut aujourd'hui sur Esso par rapport à l'historique de long terme de la valeur, et les marges de raffinage qu'on a aujourd'hui sont supérieures à celles de la période 2000-2015 par exemple, où on avait des cours régulièrement, des pointes de cours à 90-100 euros. Donc on peut se dire aujourd'hui, on va avoir la publication des résultats semestriels le 15 septembre, on peut viser un objectif de cours qui peut être de l'ordre de 90 euros, 80-90 euros, la moyenne du cours de la période 95-2012, voire même un peu plus, vu la situation spéciale qu'on a en ce moment. Le deuxième point de réflexion, par contre, défavorable qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on risque d'entrer en marché baissier fort dès cet automne. On est en ce moment dans une phase de rebond long sur le marché action, mais ça signifie absolument pas que la correction est terminée, que la baisse est terminée sur les actions. On est dans une situation comparable au rebond long d'avril-mai 2008. Et après derrière ça avait baissé fortement, donc on peut se dire si les marchés se retournent fortement à la baisse, Esso va prendre le choc aussi, le pétrole va baisser, peut-être que les marges de raffinage baisseront parce qu'on aura une moins forte demande en produits pétroliers, et on est dans une situation dangereuse. Donc c'est un peu partagé en ce moment sur Esso. Ce que j'aurais envie de faire sur ce titre, c'est d'attendre au moins le 15 septembre la publication des résultats semestriels, qui devraient être vraiment excellents, qui pourraient booster le cours, et ensuite, pourquoi pas, vendre le titre en anticipation d'un gros retournement baissier des marchés. Donc voilà pour ces quelques éléments de réflexion, ces quelques exemples que je voulais vous donner sur le sujet de la vente des actions en bourse.